Bonjour et bienvenue dans Parenthèse, le podcast sur lequel on plonge dans le parcours inspirant d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Julien Deremaux, CEO et fondateur de Pilotine. Salut Julien, comment tu vas ? Salut Emilien, je vais super bien et merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Je suis super content de t'avoir avec moi, de découvrir ton parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi ? T'es qui ? Tu fais quoi ? Ok, avec grand plaisir. Je m'appelle Julien Deremaux, j'ai 34 ans, je suis papa de deux petits bouts de chou qui ont 6 ans et 8 ans. Je suis entrepreneur depuis 15 ans, du coup j'ai monté une société qui s'appelle Pilotine il y a 12 ans maintenant et je suis un grand fan de trail, d'ultra trail. Et du coup, j'essaye de cumuler toutes ces activités, de le faire correctement. Et voilà, donc ça m'occupe bien. J'ai hâte d'en découvrir plus sur toi. Je crois qu'en faisant mes recherches, tu étais dans le digital avant de lancer ton agence. C'est quoi qui t'a poussé à la lancer ? Alors, pour la petite anecdote, je me suis mis au digital parce que pour mes 18 ans, j'ai eu un super cadeau à Noël qui était un ordinateur. C'est-à-dire que mes parents m'ont offert un super ordinateur à Noël. C'était un bel ordinateur blanc, un Vaio de Asus et tout ça. Et je faisais en même temps, j'étais en BTS de commerce international et je faisais des cours de marketing, des cours de négociation. Et en même temps, j'avais cet ordi. Et pour être très honnête, je m'embêtais un petit peu en cours. Donc, je me suis dit, tiens, et si je cumulais les trois, parce que j'ai vu que c'était pas trop compliqué. Enfin, c'est un bien grand mot de faire des sites internet. J'ai regardé un petit peu. On pouvait faire des blogs à l'époque. Il y avait les skyblogs, les trucs comme ça. Et du coup, je suis allé un jour. J'ai imprimé des petites cartes de visite sur l'imprimante des parents. Où j'avais dit, ça s'appelait Saint-Bonnet Web. J'avais créé un truc au pif comme ça, parce que j'habitais à Saint-Bonnet-de-Mur, donc c'était assez simple, Saint-Bonnet Web. Et je suis allé dans un salon et j'ai essayé de proposer mes services aux exposants. Et du coup, mon premier site internet, je l'ai vendu pour 80 €. J'ai dû y passer des heures et des heures, voire plusieurs jours, mais voilà, ça m'a permis de mettre en pratique du marketing, de la négociation et d'utiliser au mieux mon ordinateur. Et du coup, justement, aujourd'hui, c'est devenu quoi un peu Pilotine ? Vous faites quoi ? C'est quoi votre activité ? Alors, l'activité de Pilotine, donc une société dont je suis le capitaine, parce qu'il faut savoir que Pilotine, c'est le nom qui est donné à l'ensemble des bateaux qui vont se mettre juste à côté des gros ferries, des paquebots. Dans tous les ports du monde entier, il y a toujours une pilotine. Et il y a un pilotin qui grimpe dans la cabine de pilotage du gros ferry et qui fait les manœuvres dans le port. C'est la seule personne qui est habilitée à manœuvrer des gros bateaux dans un port. Et donc, ça symbolise tout l'accompagnement qu'on fait auprès de gros navires, de grosses entreprises, notamment sur un truc qui bouge comme l'eau, qui est le digital. Et notre métier, c'est de faire des sites internet. On est expert WordPress. Aujourd'hui, il y a 28 personnes chez Pilotine. Ça existe depuis 12 ans. On a réalisé plus de 450 projets. On a des super locaux à Lyon. Donc c'est une belle aventure entrepreneuriale avec une croissance régulière. Et donc notre métier, des sites internet, mais aussi du branding. Donc on va pouvoir faire des logos, des chartes graphiques. On va pouvoir accompagner les gens aussi sur des outils vraiment de prospection digitale. Peut-être que tu as déjà entendu parler de HubSpot, qui est un outil de CRM et de marketing automation, ou peut-être ActiveCampaign, Brevo ou autre. Et en fait, on va faire des sites internet qui vont être plugués à ce genre d'outils pour aller vraiment faire de la prospection via le digital. Et on a aussi un organisme de formation. Et du coup, tous les ans, on forme beaucoup de monde, que ce soit des étudiants, des professionnels en B2B. Et vraiment, ce qu'on aime bien faire, nous, c'est de co-construire les projets avec nos clients. Donc, il y a beaucoup d'ateliers, il y a des formations. On leur met en place tous les outils. Et le but du jeu, c'est qu'ils soient autonomes après sur leur site internet pour valoriser une belle image de marque, pour prospecter et pour trouver leurs nouveaux collaborateurs. Super, hyper précis. Je pense que c'est assez tendance en plus en ce moment, hein. Il y a pas mal de boîtes qui ont des besoins, non ? Alors, c'est tendance, mais c'est un petit peu chahuté puisque on est dans un milieu où il peut y avoir beaucoup d'utilisation du no-code, il va y avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle, il va y avoir pas mal de choses. Et surtout, c'est un métier où il n'y a presque aucune barrière à l'entrée. Donc du coup, toutes les entreprises en ont besoin. Toutes les entreprises ont besoin d'avoir un site beaucoup plus qualitatif qui leur permet de trouver beaucoup de clients parce que tout le monde veut faire du commerce, du Forcément, business, ouais. tout le monde veut trouver des super clients. Ouais. Et c'est pour ça que nous, notre offre,
elle va bien correspondre à des PME, des ETI qui sont soit dans la région lyonnaise, soit en France. On travaille beaucoup dans le reste de la France, mais qui ont vraiment une grosse ambition d'un point de vue marketing et business pour leur site internet. Mais c'est vrai que sur la partie un peu plus no-code, pour des petits sites de 5 pages, pour que les personnes aient besoin d'une carte de visite en ligne, là, on a un peu plus de mal à se positionner, parce que là, il y a plein de concurrence. N'importe quel freelance qui, comme moi à l'époque, a un ordinateur, peut faire un petit site très rapidement. Mais les gens ne vont pas en avoir une grosse utilité business et marketing, là où nous, on se positionne clairement pour des gens qui ont de grosses ambitions commerciales derrière, quoi. Ok. Et justement, quand tu disais que tu avais lancé l'agence un peu par opportunité au départ, est-ce que tu considères que c'est aussi un projet qui te passionne aujourd'hui ou pas forcément? Ouais, quand même. Si, ça me passionne beaucoup. Alors moi, ce qui me passionne énormément, c'est plutôt le côté entrepreneurial. Alors le digital, j'adore et je pense que j'ai un bon niveau puisque ça fait longtemps que j'en fais. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que ça bouge en permanence. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut mettre en place rapidement des choses, on peut les améliorer rapidement, voilà. Il y a un côté vraiment action-réaction que j'adore et je fonctionne beaucoup comme ça sur plein de sujets. Donc il y a ce côté-là que j'aime bien, mais moi surtout, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir répondre aux besoins d'un client, à un besoin, n'importe quel besoin. Je suis parti dans le digital, mais j'aurais peut-être pu partir dans d'autres sujets, d'autres thématiques, mais vraiment, le côté réponse à un besoin, ça m'a toujours énormément animé. Et vraiment, moi, dans la brique entrepreneuriale, c'est l'aspect humain. Construire une équipe, de bâtir quelque chose. Moi, j'aime bien dire que je suis un bâtisseur, j'aime bien ça. Capitaine. Voilà, ouais, mais il y a le côté, capitaine, donc il y a besoin d'un équipage. Un capitaine forcément. sans équipage, il a beau être super compétent, il fera pas grand-chose, il ira pas bien loin. Donc vraiment, ce côté vision, mener une équipe, avoir un équipage, une équipe soudée, bienveillante, limite construire un peu... une aventure commune, c'est pas mal. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, 1 an après la création de Pilotine, j'étais sur le plateau de Jean-Luc Reichmann pour les 12 coups de midi. Okay. Et quand Jean-Luc m'a demandé, parce que j'avais 24 ans du coup, quand Jean-Luc m'a demandé mais pourquoi vous faites tout ça et tout, j'ai dit c'est pour vraiment travailler avec des partenaires, travailler avec des collaborateurs. Il y a vraiment ce côté création d'un groupe, création d'une émulation collective qui m'a toujours énormément animé. Et ça continue aujourd'hui. Et puis en plus, je kiffe beaucoup la partie marketing, prospection digitale, le côté un peu outil là-dessus. Donc ouais, je prends mon pied. Je suis un peu déçu de ne pas avoir le replay à montrer à notre audience des 12 coups de midi, mais peut-être qu'on va le trouver à la fin. Mais on peut le trouver, je pourrais te donner le lien. D'ailleurs, je suis rentré en faisant, je voulais faire un peu le fifou, donc j'étais rentré en faisant un moonwalk. On avait préparé des trucs, il y a plein de choses très intéressantes, il y a plein d'anecdotes intéressantes quand tu participes à une émission télé, il y a plein de trucs que tu vois pas à l'écran qui sont assez marrantes, donc c'est vraiment sympa. Mais pour la petite histoire, je me suis fait rétamer, je suis le premier à être sorti du jeu, j'ai eu faux tout de suite à la deuxième question, donc je suis reparti avec le jeu de société des 12 coups de midi. D'ailleurs, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, mais honnêtement, c'est pas le jeu du siècle. Ouais. C'était plus intéressant de participer à l'émission, mais le jeu des 12 coups de midi, on n'y a pas joué. C'était une bonne expérience, quoi. Exactement. Et donc, on parlait de passion dans ton métier aujourd'hui, mais je crois que tu as une autre passion qui est le sport. Je crois que tu as fait un marathon en 2h28. Ce qui est quand même une sacrée performance. Je crois que tu fais de l'ultra-trail aussi. Yes. C'est quoi la place du sport pour toi dans ta vie pro et perso d'ailleurs? Ouais, alors le sport a une grande place. Alors, je sais qu'il y a un type qui s'appelle Oussama Ammar qui est assez décrié en ce moment. Il y a plein d'histoires autour de lui, mais dans certaines vidéos, il raconte des trucs quand même qui sont intéressantes. Et notamment, il y en avait une que j'avais bien aimée où il disait, voilà, tu as plusieurs types d'occupations que tu peux avoir dans ta vie. Tu en as une première qui va être le business, le boulot. Le deuxième, ça peut être la famille, tu peux avoir les amis et tu peux avoir les passions. Et parmi ces 4, lui, il recommandait d'en prendre 2. Parce qu'il n'y en a que 2 que tu peux faire vraiment bien. Donc là, moi, où j'ai essayé de pousser un peu le bouchon, c'est que j'en ai pris 3. Parce que le boulot occupe une grosse partie de ma vie. La famille aussi. Je suis marié, j'ai 2 enfants, qui ont 6 et 8 ans, donc ça occupe aussi beaucoup. Et j'ai rajouté le sport. Pour gérer tout ça de front, il faut être hyper organisé. Et du coup, j'ai essayé de m'organiser au mieux pour faire en sorte que le sport, je puisse le pratiquer le matin, pendant que tout le monde dort encore. Donc du coup, je prends un petit peu sur mon sommeil, je prends un petit peu du coup sur mon organisation. Sur la partie amis, honnêtement, c'est un peu plus dur d'être disponible. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une grosse teuf en mode nuit blanche, à mettre des pintes et tout ça. Donc il faut faire un petit peu des choix quand tu veux avoir un endroit où tu veux un peu plus performer. Et du coup, aujourd'hui, le sport occupe à peu près entre 10 et 15 heures par semaine,
Ah oui, quand entre même, les c'est temps énorme. d'entraînement, entre la récupération potentielle et surtout le renforcement musculaire. Parce que si on veut le faire bien, donc ça nécessite une bonne discipline et du coup, c'est juste que dans le planning, il est ultra calé aux endroits stratégiques pour pas que ça impacte négativement l'entreprise et la famille. Mais du coup, c'est une belle orga. Et justement, bah, comment tu concilies justement ce planning de ton boulot quotidien avec ces 15 heures de sport par semaine? C'est quoi le détail de ta routine? Alors, donc, au niveau des routines, il y en a pas mal, hein, notamment une, c'est d'avoir un plan d'entraînement. Ouais. C'est la plus simple des routines. Donc pour ça, j'ai un coach qui me suit, avec qui on fixe un plan d'entraînement. Là, par exemple, je vais participer au championnat de France de marathon qui est à Saint-Tropez fin mars. Et du coup, pour ce plan d'entraînement, c'est un plan sur 3 mois. Et du coup, 6 fois par semaine, j'ai une sortie qui est le matin. Et du coup, souvent, je vais me lever vers 5h50 ou 6h, histoire d'être revenu avant 7h30 pour après pouvoir gérer les enfants, emmener tout le monde à l'école, aller au travail, etc., etc. Ce qui fait que je suis un petit peu obligé de me coucher entre 10h et jusqu'à minuit pour faire au moins une nuit correcte, si j'ai envie de dire. Voilà, du coup, ce plan d'entraînement et cette routine permet d'y arriver. Les seules exceptions où je me lève un peu plus tard, c'est le week-end. Ça permet de récupérer, parce que là, il y a moins d'enjeux à se lever tôt et à commencer sa journée à 8h30 ou à 9h. Mais il faut être bien discipliné là-dessus. Et pour être très honnête, les premières années, c'était pas de la tarte. Ça fait Ouais. 5 ans là, que je me suis mis à courir de manière assez intense. Et les premières années, surtout les premières semaines ou les premiers mois, c'est toujours un peu dur. Au début, on se lève, on a la tête à l'envers, on se dit oh là, j'ai pas envie, on va traîner la patte, tout ça. Mais après, au fur et à mesure que la discipline se met en place, bizarrement, Ça devient un automatisme, quoi. ça devient un automatisme de ouf. Mais typiquement, là, maintenant, je me réveille naturellement en forme à 6h tous les jours. Et bizarrement, même le week-end, mon corps me permet de rester un petit peu plus longtemps, mais il s'est adapté assez facilement. Je pense que mes cycles de sommeil se sont adaptés. Et aussi, je fais attention à me coucher un petit peu plus tôt, histoire d'avoir au moins 7 heures de sommeil par semaine, par soir. Pardon. Et dans les périodes super denses au boulot, il n'y a jamais des moments où tu culpabilises justement de laisser une to-do un peu longue comme le bras parce que tu vas faire du sport? Ça t'arrive jamais de ressentir cette culpabilité? Alors non, pour la simple et bonne raison que depuis ces 5 dernières années, j'ai pu voir que je suis beaucoup plus utile au développement de l'entreprise quand je vais bien physiquement, quand mes émotions mentalement sont aussi. stables, quand au niveau du mental tout va bien, et en fait ça me fait un bien fou moi à titre perso, et du coup je suis beaucoup plus performant même pour l'entreprise Pilotine, pour l'agence. Euh, pour avoir quelques petites notions, avant, en fait, moi j'ai toujours été Enfin, je suis un peu hyperactif, pour être honnête. J'aime bien aller sur plein de projets, je suis très opportuniste, voilà, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien réaliser plein de nouveaux projets en permanence. Euh, et en fait, quand je n'avais pas le sport, parce qu'avant, je faisais un peu de sport collectif, j'ai testé plein de sports. Natation, j'en ai fait 10 ans, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du kung-fu, du hip-hop, du tennis, j'en ai testé plein, volley, tout ça, football. Et, euh, et quand j'ai eu une grosse charge de travail, notamment par exemple pendant la période Covid, j'étais un ultra fan de faire des nuits blanches de taf. En fait, quand on fait une nuit blanche de taf, parce que mon corps arrivait à résister, je pense que j'ai un corps qui récupère peut-être pas mal, tu vois. Mais quand ton corps résiste à ça, mais que tu te tapes des nuits blanches de taf, pour être honnête, physiquement, t'es pas beau à voir. Je commençais à avoir de l'eczéma à certains endroits. Je commençais Le corps qui réagit, quoi. Ah ouais, le corps réagit forcément. Enfin, voilà, Le mental, il tient, mais le corps lâche, quoi. et encore, le mental, du coup, tu es beaucoup plus énervé. Ouais. Tu stresses beaucoup plus facilement. Il y a plein de trucs qui font que le manque de sommeil, le manque d'énergie, le manque de stabilité émotionnelle fait que tu prends des décisions n'importe comment, tu saoules les gens, tu vas dans tous les sens, toi tu pars à gauche alors que les autres ils sont à droite et tu es parti à fond. Ça marche pas du tout. Et du coup, depuis que je me fatigue en fait le matin, vu que je suis un peu hyperactif, ça fait qu'une fois que j'ai fini mon footing, en fait, j'ai une journée beaucoup plus
calme, beaucoup plus sereine, et mes émotions sont lissées, donc ce qui me permet de prendre des décisions correctement. Je saoule moins les gens, je pars pas à gauche quand les autres sont à droite, je vais être beaucoup plus intéressant en fait, je vais être un meilleur collaborateur pour l'agence que je ne l'étais avant quand je faisais que taffer et que j'étais tout seul dans ma bulle, quoi. C'est marrant, on dit souvent que du coup les entrepreneurs ils doivent avoir l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Tous les entrepreneurs que j'ai reçus sur le plateau, ils ont tous une activité sportive quand même assez intense. Comment tu l'expliques ça? Alors je l'avais pas avant, mais je partais dans tous les sens et j'allais beaucoup moins bien, j'étais beaucoup plus instable et tout ça. Donc je l'explique peut-être par le fait que la typologie d'un entrepreneur, c'est souvent des gens qui sont un peu ambitieux, qui aiment bien mettre en place des choses. Et c'est vrai que le côté sport, il y a un vrai côté dépassement de soi qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on se prend des bûches quand même régulièrement toute la journée. Le parallèle, c'est clair. Le parallèle, il est vite fait. En sport, on va se prendre aussi des bûches, il va y avoir des blessures, il va y avoir des machins, il va y avoir tout ça. Et je sais pas, il y a un petit côté, on aime bien ce dépassement de soi. Et au final, en mettant en place du sport, on continue d'aller dans cette dynamique. Et surtout, je pense qu'on commence à en faire de plus en plus quand on voit les bénéfices pour sa santé, les bénéfices pour sa boîte. Enfin, moi, Pilotine ne s'est jamais aussi bien développé que depuis que je fais 10 à 15 heures de sport par semaine. Et il y a plein de bénéfices intéressants, donc ça motive en fait. C'est hyper intéressant. Tu as raison, si jamais je m'étais mis au sport et que j'avais abandonné toute mon activité en lien avec le capitaine de Pilotine et que du coup ça s'était écroulé, là je t'aurais pas dit la même chose et je t'aurais dit c'est une catastrophe, faut surtout pas aller courir, c'est l'enfer. Mais vu que ça a plutôt eu des effets très très bénéfiques, forcément, c'est admirable parce que franchement, concilier les deux, c'est pas toujours facile, surtout dans les périodes où ça se complique un peu pour la boîte, parce qu'il y en a forcément. Ouais, mais on accepte mieux ces parties-là aussi, parce que du coup, on n'est pas en hyper stress, on va pas surréagir, parce que nos émotions sont un peu plus lissées aussi, donc ça nous permet de prendre des décisions beaucoup plus pertinentes en général. Enfin, je le vois, on a des coups durs très régulièrement, chez Pilotine, dans n'importe quelle boîte, je pense qu'on a des coups durs très régulièrement. Et là où avant, je pouvais over-réagir, saouler tout le monde pour que vite, en mode il y a un feu énorme, vite, on doit éteindre de partout, c'est le bordel. Là aujourd'hui, je prends un peu plus le temps de réfléchir, je prends du recul, et puis je me dis aussi, c'est sûr, on va passer le truc. Parce que l'historique fait qu'on a vu qu'à chaque galère, bizarrement, on se remontait les manches et c'était mieux après, donc ça me permet d'être plus serein sur la gestion d'une crise, quoi. Ouais. Et a priori, faire du sport 15 heures par semaine et gérer ta boîte, c'est pas suffisant, puisque je crois que tu interviens dans des écoles, dans des réseaux d'entrepreneurs aussi, et tu aimes transmettre a priori. Donc, comment tu trouves le temps de faire ça et pourquoi tu le fais? Ouais. Alors là-dessus, pour le coup, je vais un peu me calmer, pour être très honnête. Pour la simple et bonne raison que ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, donc chez Pilotine, et moi par extension, on a une valeur qui est extrêmement importante, qui est le partage. Et en fait, dans notre stratégie de communication, le partage a une place prépondérante. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de contenu sur notre blog. On va faire beaucoup de guides, de livres blancs, on va mettre en place on va donner des templates, des choses comme ça, par exemple, template de cahier des charges, template pour son référencement naturel, template pour ses réseaux sociaux. Et on fait aussi beaucoup de formation. Et alors moi, j'adore transmettre. Et ce que j'aime bien encore plus, c'est le côté effet boule de neige positif. Ouais. Et cet effet boule de neige, c'est je vais créer un contenu, et ce contenu, je vais pouvoir pas le partager qu'à une seule personne, mais je vais pouvoir démultiplier son effet. Un petit peu comme ce podcast aujourd'hui, je vais passer du temps avec toi, mais ce temps, je vais le démultiplier. Imaginons qu'il y ait 100 personnes, déjà, boum, j'ai économisé 100 fois mon temps. Imaginons qu'il y ait 1000 personnes, 10 000, 1 million, forcément, on va gagner énormément de temps. Et du coup, sur le côté partage, on aime bien faire ça aussi. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de webinars, on fait beaucoup de formations. Là où je dis que je vais un petit peu me calmer, c'est par exemple sur les formations en école. Il y a une année, on a donné plus de 2500 heures de formation en école. Ça fait beaucoup, pour être très honnête. Moi, je devais m'en avaler entre 300 et 500 heures. C'est énorme. Là, ça fait un peu trop. Un peu trop. Donc, on va essayer de tirer plus sur du qualitatif. Et du coup, il y avait certaines classes que je voyais pour le cours de Google Ads, pour le cours de référencement, pour le cours de inbound marketing, de marketing. Et au bout d'un moment, tu vois, je passais 90 heures avec une classe. Donc là, on s'est dit qu'on allait faire plus qualitatif. Donc, moins de temps au global sur la classe, mais d'essayer d'être sur du temps plus qualitatif pour, toujours pareil, dans cet effet boule de neige. Et aussi, pour être honnête, ça fait parler de Pilotine, ça fait qu'on se fait connaître des futurs responsables marketing qui sont en train de monter en compétences. Mais voilà, mon temps est aussi assez
intéressant pour le développement de la boîte, pour incarner la vision, pour donner de mon image et de mon expertise pour trouver les futurs clients de Pilotine. Donc on essaye de rationaliser un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, tous ces accompagnements que toi tu peux faire du coup avec certains peut-être futurs entrepreneurs, tu penses qu'aujourd'hui c'est important de se faire accompagner en tant qu'entrepreneur dans des incubateurs, accélérateurs, tout ce qui peut être réseau entreprendre. Toi, je crois que tu as fait partie du réseau entreprendre. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu recommandes à notre audience? Il y a des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Ouais, alors excellent sujet que les réseaux, l'accompagnement, le mentorat. Je suis le plus fervent défenseur de ce concept, de se faire accompagner, parce que moi-même j'en ai profité et j'en fais profiter aussi pas mal de monde. Il y a un petit côté aussi qui est intéressant de dire, bah voilà, à un moment, certaines personnes m'ont donné de leur temps, m'ont transmis des compétences, m'ont accompagné bénévolement. Et du coup, bah, certes, je peux rendre l'appareil à cette personne-là, essayer de lui filer un coup de main aussi, mais c'est encore plus intéressant de transmettre à mon tour. Et du coup, il y a cet effet boule de neige que je trouve vachement chouette aussi sur le côté mentorat. Donc du coup, depuis pas mal de temps, donc moi je suis membre de nombreux réseaux. Les 4 où je m'implique le plus aujourd'hui, on a la CPME, pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises. On a le MEDEF, on a une cible un petit peu plus grosse. On a le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants, et le réseau Entreprendre. C'est vrai que du coup, moi, je suis bien impliqué dans ces réseaux-là. Je fais partie d'autres réseaux, après, des plus petits qui sont moins connus, mais il y a des réseaux d'entrepreneurs, voilà, on se retrouve régulièrement, on peut se faire une bouffe, on va se faire, en tout cas, on va créer des liens, on va partager des expériences, on va s'aider, on va se filer des coups de main et tout ça, et c'est vachement intéressant. Et c'est un levier de business pour toi? Alors, il faut y aller avant tout, pas pour le business. Sinon, tu perds directement. Parce que, 1, c'est cramé. Donc, 2, tu n'arriveras pas à faire des échanges qualitatifs. Et en général, les gens, on ne va pas vouloir que tu rejoignes l'association. Donc, si tu vas pour du business, c'est foutu. Par contre, si tu y vas avant tout pour transmettre, te faire accompagner, accompagner d'autres, eh ben, je te le donne dans le mille, ça marche très bien aussi pour le business. Au CJD, par exemple, mais pour ça, il faut être impliqué dans le mouvement. Donner pour recevoir. Voilà. Si tu y vas juste avec tes 50 cartes de visite et tu dis allez dans la soirée, il faut que je distribue un maximum de cartes de visite, bah, tu vas les distribuer tes cartes de visite. Tu ne feras pas beaucoup de business. Par contre, si tu t'engages un peu plus, par exemple, à la CPME, je donne des formations. Au MEDEF, je prends la parole aussi, je donne des formations. Donc en gros, encore une fois, je donne de mon temps bénévolement, j'essaye de partager des bonnes pratiques, je participe à des groupes de travail. Au CJD, j'anime des commissions, je participe à des formations. Et par exemple, au réseau Entreprendre, il y a ce qu'on appelle le parcours de progrès, qui est une période où le futur lauréat rencontre des dirigeants. Bah, je participe à ça et j'essaye de donner mon temps pour challenger un peu le projet entrepreneurial ou autre. Et je fais aussi partie du conseil d'administration du réseau Entreprendre. Donc vraiment, tous ces réseaux, moi j'aime bien m'y impliquer parce que c'est là que ça va devenir vraiment qualitatif. Je vais vraiment pouvoir donner un temps qualitatif et tout ça. Et j'en ai profité moi-même, parce que j'ai été mentoré par la chambre de commerce, j'ai pu profiter de plusieurs accompagnements avec des personnes qui ont donné de leur temps pour challenger le projet de Pilotine. Et du coup, je continue à faire challenger le projet de Pilotine régulièrement et j'aime bien rendre l'appareil aussi. Donc pour moi, c'est extrêmement utile de faire partie de réseaux pour monter en compétence en tant que dirigeant et structurer sa démarche. Enfin, moi, j'ai jamais appris autant de choses sur comment gérer une boîte correctement, avec bienveillance. Par exemple, au CJD, il y a un truc top qui s'appelle la performance globale. Et moi, ça m'a épaté ce concept. C'est vrai que quand on monte sa boîte, alors moi, j'étais biberonné au concept Google, Facebook, machin. Donc pour moi, il fallait que la boîte elle soit cool, ça soit sympa, il y ait de la tech, machin, tout ça. Mais en rentrant au CJD, je me suis dit, mais aussi on a un devoir en tant que dirigeant qui est de dire, je souhaite mettre en place une performance globale, une performance économique, mais aussi faire en sorte que les salariés soient heureux, que les clients soient contents, que les partenaires, que l'expert comptable, la banque, il faut que tout le monde soit gagnant dans l'histoire et c'est ça qui fonctionne. Pensez à l'écologie, à la RSE, à tous ces sujets-là. Et du coup, ce concept de performance globale, depuis que j'ai rejoint le CJD, ça a été une révélation et du coup, je structure aussi Pilotine et les autres projets où je suis associé dans la même démarche et bizarrement tout le monde est content, c'est cool, mais moi je kiffe à faire tout ça, donc vraiment bien. C'est génial. Donc tu recommandes vraiment d'être accompagné à chaque étape de la création d'une boîte
Et toi, tu es un bon exemple, du coup, ça t'apporte encore aujourd'hui. Et toi, tu t'investis aussi dedans parce que tu as un vrai retour aussi derrière, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant. Et maintenant, on va parler un petit peu plus des galères. On en a parlé un petit peu. Lancer une boîte, on est tous les deux entrepreneurs. On sait que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est quoi, toi, la plus grosse galère que tu as rencontrée quand tu as lancé Pilotine ou même dans ton aventure entrepreneuriale? Ouais, excellente question. Est-ce que je peux me permettre de raconter une petite histoire autour de ça? Bien sûr, on est là pour ça. Ok, alors je vais raconter une petite histoire. Pour ceux qui écoutent ou pour ceux qui regardent, vous pouvez même fermer les yeux et vous allez essayer de vous imaginer. Il est 4 heures du mat, il fait nuit noire, tu as une frontale sur la tête et tu es en train de courir pendant la diagonale des fous. Et en fait, à ce moment-là de l'aventure, donc là, tu es à la moitié du parcours, tu as fait déjà 79 km, tu t'es avalé 5000 mètres de dénivelé et du coup, tu es au top. Tu es en train de voler. Tu es 19e de la course sur 2800 personnes et tout va bien. Et là, tu retrouves ta famille parce que ce qui est important, c'est d'être entouré par les bonnes personnes. Le soleil est en train de se lever. T'as ta famille qui est là, ils sont trop contents pour toi, t'es 19e de la course, ils disent mais waouh, on vise un top 100, tu te rends compte, devant toi, il y a des gens hyper connus, là, vas-y, tu peux le faire, ça va être top. T'es en train de te brosser les dents parce que t'as envie d'être au top, tu changes tes chaussettes, tu changes tes chaussures, t'es propre comme un sous-neuf. Donc ça veut dire que là, t'as tout donné et t'es au climax, quoi, t'es au top. C'était inimaginable d'en arriver là et c'est arrivé hyper vite, pendant la nuit en plus, donc c'était les pires conditions. Le soleil se lève. Devant toi, tu as un beau sommet. Il y a 2000 mètres de dénivelé à regravir de nouveau. Et là, le soleil commence à taper. Et là, tu n'es pas habitué parce que tu as fait tes 80 bornes, parce que tu avais l'habitude de faire des courses de 80 bornes. Et là, tu viens de dépasser 80 bornes, qui était une limite que tu ne connaissais pas. En général, quand on dépasse ces limites, c'est là où on va commencer à rentrer dans des trucs que tu ne maîtrises absolument pas. Typiquement, à La Réunion, il y a un truc qui s'appelle le cirque de Mafat. Puis La Réunion, c'est un petit peu plus au sud de la France quand même. Donc là, tu as une casquette sur la tête, et à la diagonale des fous, c'est une casquette en mode saharienne, où tu as les trucs sur les côtés. En fait, elle tient chaud, cette casquette. T'as pas l'habitude, du coup, tu dis, bon, vas-y, j'ai chaud, je l'enlève, quoi, je vais avoir un peu plus frais. Donc tu enlèves ta casquette. Sauf que t'as pas deviné ça, parce que tu t'étais pas entraîné à ça, mais il fait 40 degrés dans le cercle de Mafat. Tu t'es un peu trop donné, en fait, avant tes 19e, parce que tu as un peu trop accéléré, tu es allé trop vite. Et du coup, sur cette bonne côte, là, de 2000 mètres de dénivelé, tu as trop chaud. T'oublies de t'hydrater parce que tu as tellement la tête dans le seau, parce que tu comprends pas ce qui t'arrive, que tu t'hydrates plus. Du coup, tu te prends une insolation, tu as tes mollets qui commencent à gonfler, à se durcir, ton cardio, il commence à plus rien comprendre. Tu as arrêté de t'alimenter aussi, alors que tu avais une super routine avant. Tu t'alimentais bien, tous les 3 km, tu étais en train de prendre ta petite barre. Et là, tout part en cacahuète. Tu n'arrives plus à courir, tu as mal aux genoux, tu te fais dépasser par tout le monde. Tu vas voir un kiné, un ravito, il comprend pas ce qui se passe, machin, t'es flingué, il te met des bandages un peu partout, l'enfer. Il te reste encore 40 bornes à faire. Un marathon, quoi. T'es toujours classé dans les 40 premiers, mais les 40 bornes, ça va être les pires de ta vie. Puisque là, tu peux plus courir, t'as mal aux genoux, t'as un papillon qui vient de te rentrer dans l'oreille parce que t'étais retourné dans la nuit, parce qu'il vient de se passer pas mal de temps quand même. T'es retourné dans la nuit, un papillon qui passait devant ta frontale, qui arrive vers ton oreille, boum, tu l'enfonces dans ton oreille sans faire exprès, tu voulais juste l'enlever, le papillon s'enfonce, et du coup, tu vas te taper 40 bornes en 9 heures, ça va être très long, avec un papillon dans l'oreille qui vibre toutes les minutes, et à te taper encore 2-3 000 mètres de dénivelé, c'est l'enfer sur Terre. Mais tu sais qu'à la fin, il y a ta famille qui est là, elle t'attend, et du coup, tu dis, j'ai pas le droit d'abandonner, on a fait je sais pas combien de kilomètres, du coup, on a pollué pour aller là-bas, et on y allait pour des vacances. On s'est fixé un objectif, ça fait 8 mois que je m'entraîne, du coup, cette diagonale des fous, je vais la terminer. Donc tu donnes tout, tu arrives sur la ligne d'arrivée en boitant, mais là, il y a tes enfants, il y a ta famille, tu es trop content, tu fais la photo du siècle qui va faire un beau post LinkedIn avec je ne sais pas combien de centaines de likes. Le résultat, il est beau, mais waouh, pendant l'intégralité de la course, enfin la deuxième partie, t'en as chié comme pas possible. Au final, tu t'en sors pas si mal. 85e de la course, tu fais un temps de 33 heures. Bon, tu voulais faire moins de 30 heures à la base, faire un top 50, mais c'est pas si mal. Tu t'es loupé, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as galéré et ça, tu l'anticipais pas. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils te donnent comme beau t-shirt à l'arrivée?
il y a marqué « J'ai survécu » sur le t-shirt. Et tout prend un Son sens de dingue. Et là, tu te dis « Waouh, mais c'est exactement ça. Mais oui, j'ai survécu. » Et d'ailleurs, la Diagonale des Fous, il y a une petite... souvent, on aime bien dire, c'est l'enfer au paradis. Et c'est exactement ça. Parce que la semaine qui a suivi cette course, je n'ai fait que rêver de ma course. J'entendais les oiseaux dans mes oreilles pendant mon sommeil, dans mes rêves. Je voyais des paysages magnifiques. Et en fait, je me voyais plus galérer. Et du coup, cette expérience a été tellement forte. En vrai, il y a eu un côté un peu divin. Au bout de 25 heures d'effort, beaucoup de gens commencent à avoir des hallucinations. Beaucoup de gens commencent à avoir, certains, attention, des petits pets au casque aussi. Donc, il faut être très vigilant. Si tu dors pas assez, si tu es trop long, si tu as fait un effort qui dure 50 heures sans dormir, là, ça peut être compliqué. Donc il faut bien gérer tout ça, bien s'entraîner. Mais cette expérience m'a rendu beaucoup plus fort puisque toutes les courses suivantes, eh ben, bizarrement, je ne les ai pas gérées de la même façon. Je ne suis pas parti comme un bourrin. Je n'ai pas essayé d'être classé beaucoup mieux que ce que j'avais anticipé. Et tout s'est passé bien mieux. Je me suis moins blessé, tout ça, tout ça. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu une blessure. C'était juste des crampes, des machins, c'était l'enfer, hein, mais c'était pas si grave que ça. Donc une semaine après, je pouvais regaloper, tout allait bien. Mais ça a laissé une trace indélébile déjà de bonheur intense, alors que c'était ma pire expérience de vie pendant le moment, mais 2 jours après, c'était la meilleure expérience de ma vie. Et bien si on fait le parallèle avec l'entrepreneuriat, tu vis exactement la même chose. Si on dit un mec il monte sa boîte, il est super content, il monte sa boîte. Au début, il charbonne, boum, premier client, deuxième client, troisième client, tout va bien. Et là, il arrive dans une zone où il ne maîtrise plus, parce qu'il est tout seul, il a 10 clients à gérer, et bizarrement, il ne s'est pas organisé pour gérer ces 10 clients. Et bien là, on est dans le truc, il a 2000 mètres de dénivelé devant lui, il commence à être en déshydratation totale, c'est l'enfer, il dort plus, il fait des nuits blanches, c'est la catastrophe. Il va aller droit dans le mur, mais non, parce que le cerveau, le corps, il y a quand même pas mal de choses qui sont bien faites pour te permettre de rebondir, de faire tout ça. Et du coup, j'adore le parallèle avec l'ultra trail et l'entrepreneuriat, qui est beaucoup plus vrai en vrai que le marathon et l'entrepreneuriat. Parce que le marathon, ça reste une course de vitesse. Ouais. Là où l'ultra trail, si on regarde ma vitesse moyenne sur la Diagonale des Fous, alors que dans ma tête, je donnais tout, hein, j'étais au top, bam, 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 ça envoyait 4 km/h. 4 km/h, c'est une rando plutôt active. Et encore, ça passe. Une rando active, c'est plutôt du 5 km/h et tout ça. Donc c'est-à-dire qu'entre le moment où j'étais 19e de la course, et j'envoyais du lourd, et au final, la deuxième moitié où j'ai galéré de ouf, c'était tellement différent que à la fin, tu te retrouves à faire du 4 km/h en moyenne. Donc quand tu sais ça, tu te dis, j'aurais pu partir en faisant juste du 6 km/h et je m'en serais sorti comme un champion, j'aurais pas galéré. Et oui, je m'en serais sûrement sorti bien mieux, en fait. Et donc tout ça, c'est comme en entrepreneuriat, il y a toujours une course à aller le plus vite possible, le machin, mais au final, il n'y a que les croissances structurées, pérennes, organisées qui permettent de le faire. Mais en fait, avant d'aller droit dans le mur, tu sais pas que tu y vas. Donc des fois, c'est bon de se taper le mur aussi, c'est bon de se prendre la déshydratation, c'est bon de se prendre l'insolation, c'est bon de se prendre un papillon dans l'oreille, j'en sais rien. Mais du coup, il faut vivre ces galères aussi pour derrière. Et c'est là où c'est bien fait, je pense à un mental d'entrepreneur. Voilà, bon, certes, il faut de la résilience, il faut se les taper, les 33 heures de course ou les 12 ans d'entrepreneuriat. Mais une fois que la résilience elle est là, il faut surtout avoir un mindset à accepter les erreurs, à accepter les échecs et à chaque fois à les surmonter et à dire ok, je me suis pris une tuile, mais du coup ça m'arrivera pas 2 fois. Bon, dans mon expérience, des fois ça arrive 2 fois, même 3, mais au moins si ça t'arrive pas la 4e fois, t'es pas trop mal. Donc on continuera à en faire des erreurs, mais derrière, si tu mets en place le petit plan qui te permet de rebondir à chaque fois, t'es au top. J'adore cette histoire, j'y étais avec toi, hein. Franchement, je pense que pour les auditeurs c'est pareil, c'était vraiment immersif comme histoire et le parallèle avec l'entrepreneuriat, j'ai adoré. Et du coup justement, toi tu t'es passé de solo à 28 collaborateurs, Ouais. t'en parlais un petit peu au début, tout est cool, on a des premiers clients, etc. Comment on passe de 0 à 28 collaborateurs, tu gères comment cette évolution? Eh ben, ça ne gère pas tout de suite. Alors moi je pense que... Enfin, en tout cas, au niveau entrepreneurial, on n'a jamais fait de l'hyper-croissance. Le truc de dire on passe de 1 à 100 collaborateurs. Il y a des boîtes, ils y arrivent. Mais je pense voilà, c'est d'autres challenges, un peu comme l'histoire de l'Ultra Trail. Là, tu pars en sprint, alors que tu as quand même 180 bornes à te taper derrière, quoi. Donc tu pars en sprint total. Donc dans le plan de développement de Pilotine, on a commencé light. Au début, j'ai commencé en solo, dans un petit appartement de 12 mètres carrés à Paris, en 2013, qu'on a pris avec, à l'époque, ma copine, et aujourd'hui ma femme. Et du coup, dans cet appartement, j'étais sur mon canapé. Honnêtement, je m'embêtais un petit peu. Donc, les premiers clients, les premiers euros,
m'ont permis tout de suite de prendre des bureaux. Donc pour m'organiser, moi je me suis toujours tout de suite dit, il faut qu'on ait un lieu de rencontre, un lieu où on va co-construire ensemble l'aventure. Faute de moyens, au début, c'était des personnes en stage, des personnes en stage alterné, on avait des personnes en freelance aussi. En fait, tout est allé très vite parce que je pense qu'en commerce, je me débrouille pas trop mal, mais je vendais des trucs qu'on savait pas trop faire. Un peu comme mon premier site internet à 80 € que j'ai vendu, je savais pas trop le faire. Mais bon, j'ai pu prendre sur mes week-ends, mes soirées pour apprendre. Donc ce qui fait qu'on a fait plein de choses, mais il n'y avait pas de process, et ça allait un petit peu dans tous les sens. 6 mois après, il y a mon épouse qui a rejoint l'aventure, qui est devenue associée. Et elle est super forte en structuration. Bon, pour être honnête avec toi, ça a duré que 6 mois, parce qu'elle s'est dit au bout d'un moment, bon, je m'embête un petit peu quand même. Il n'y a pas grand-chose à structurer. Il y a toi, 2 personnes en stage et 3 freelances. Elle avait vite fait le tour. Donc ça a fait 6 mois, elle est restée associée. Et en fait, après, on a décidé de revenir à Lyon, parce que ça c'était à Paris, on est revenu à Lyon. Et là, on a recommencé un peu plus propre. On s'est dit, bon, on a testé plein de choses, des applications mobiles, des machins, des bidules. On s'est dit, là, on va se concentrer plutôt sur les sites internet. En fait, pendant 1 an, on a fait du test and learn. Et moi, ça me va bien. Hein. On a testé plein de trucs, on a été opportuniste. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça, on fera plus, ça, on fera plus, ça, on fera plus. Et on va se concentrer sur les sites internet. Et via ce test and learn, on a pu plus facilement recruter. Donc, au début, c'était encore du stage alterné, personne en freelance. Et premier CDI, si je ne dis pas de bêtises, c'était au bout de 1 an et demi. Et c'était une personne qu'on avait eue en stage alterné, qu'on a recruté en CDI. Et en fait, on a eu beaucoup cette réflexion-là. Donc, on avait souvent des personnes juniors qui nous rejoignaient, pour des soucis budgétaires, bien entendu. Mais au final, c'était chouette, parce que ces personnes juniors, elles venaient avec beaucoup d'ambition. Elles étaient prêtes à partager une aventure. Il y avait un côté collaboratif vraiment intéressant. Et du coup, à chaque fois, c'était une confiance mutuelle et on s'est fait confiance. Et du coup, c'est ces personnes-là qu'on a recrutées en premier en CDI. Et en fait, tout s'est fait petit à petit. Nous, en gros, on fait entre 20 et 25% de croissance par an. Mais c'est une croissance régulière. Donc, alors bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Il y a certaines années, on a recruté plus. D'autres années, c'est pas qu'on a recruté moins, mais c'est qu'on... Enfin, si, on recrutait moins, mais il y a aussi des personnes qui partaient. Les moments qui ont été les plus douloureux dans ma vie d'entrepreneur, les plus douloureux, les plus stressants, les plus challengeants, c'est le recrutement du premier collaborateur en CDI. Alors là, je me suis, honnêtement, pour être vulgaire, je me suis chié dessus, parce que je me disais, ouais, mais attends, on va avoir ça à sortir tous les mois. Imagine, il n'y a plus de clients ce mois-ci, machin. Donc, gros stress, pas possible, le premier CDI. Deuxième énorme stress, quand cette même personne a dit qu'elle se barrait. Là, je me dis, ouais, mais du coup, je suis un excellent mauvais manager, c'est la catastrophe, cette boîte, ça ne rime à rien. Si je peux même pas fidéliser un super collaborateur et tout ça, c'est la catastrophe. Donc, premier CDI, compliqué. Premier départ, compliqué. Et heureusement, entre-temps, je m'étais associé à une personne qui s'appelle Olivier, avec qui on est resté associé 5 ou 6 ans. Et il m'a tout de suite fait prendre du recul. Et au final, ça a été mon premier mentor, Olivier, parce que lui, il avait beaucoup plus d'expérience entrepreneuriale. Et tu vois, quand je disais qu'on avait du mentorat, tout ça, même en interne, de s'associer, de se faire accompagner par des personnes avec plus d'expérience professionnelle. Et il m'a dit, t'inquiète, c'est pas le premier que tu vas avoir et c'est pas le dernier. Enfin si, non, il m'a dit plutôt, pardon, il a dit c'est le premier, mais t'inquiète, c'est sûr que ça sera pas le dernier. Et il a eu raison. Et des fois, les personnes ne partaient pas parce que j'étais un mauvais manager, mais elles partaient pour plein de raisons. Il pouvait y avoir des raisons personnelles, il pouvait y avoir des raisons liées à l'activité. Peut-être qu'elles ne voyaient pas d'évolution dans leur poste, peut-être qu'il y avait trop de stress à certains moments. Voilà, ça ne correspondait pas à tous les profils, mais ce qui était cool, c'est qu'on avait fait une aventure commune pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Au début de l'entreprise, on avait quand même du mal à fidéliser les collaborateurs. Est venue une année 2021 plutôt catastrophique, où là, on a, en l'espace de 6-7 mois, 6 collaborateurs qui sont partis sur cette période-là. Sur, je ne sais plus, on devait être 17 ou 18, et on a 6 collabs qui partent. Pas du jour au lendemain, mais voilà, étalés sur plusieurs mois. Donc là, je peux te dire, encore une fois, je me suis dit, voilà, cette boîte, c'est n'importe quoi, on sert à rien, on n'a pas de valeur ajoutée, je suis un mauvais manager, nanana. Bon, heureusement, pour moi, en général, ça ne va pas pendant les 24 heures. Et après, j'arrive tout de suite à me remettre en selle. Ouais, mais je pense que ça, pour le coup, ça fait partie de la qualité number one d'un entrepreneur. Et d'un sportif aussi. Et d'un sportif, quand je me blesse, c'est l'enfer. Pendant 24 heures, c'est l'enfer. Je me dis, je suis trop nul, machin, c'est fini, ça y est, mon objectif de l'UTMB, c'est terminé, c'est derrière moi. Mais du coup, la blessure, que ce soit en entrepreneuriat ou en sport de haut niveau, elle fait vraiment mal.
Mais je pense que voilà, le mindset à avoir est une des qualités qu'il faut travailler. Alors je ne sais pas comment la travailler. Je pense que c'est un truc que j'ai naturellement et je suis très heureux. Enfin voilà, là-dessus je ne suis pas humble. Je pense que je suis très heureux d'avoir cette qualité. C'est de réussir à positiver en chaque situation et toujours de me dire que derrière chaque obstacle, il se cache une opportunité incroyable. J'ai eu des blessures. J'ai été blessé, j'ai eu tendinite talon d'Achille, droite et gauche. J'ai eu le syndrome de l'essuie-glace, c'est le truc qui est super relou au genou, droite et gauche. J'ai eu une lésion du muscle au niveau du quadri, du mollet, du machin. Je m'en suis tapé des vertèbres. Mais pour être honnête avec toi, derrière chacun de ces obstacles, il y avait une opportunité de ouf. Parce qu'à chaque fois, je suis allé voir mon super copain kiné. À chaque fois, on a renforcé. Et en fait, je suis sorti beaucoup plus fort à chacune de mes sessions de renforcement et à chacune de mes sessions avec le kiné. Et ben en entrepreneuriat, c'est pareil. L'année où les 6 partent, pire année de pilotine. Financièrement, humainement, socialement, commercialement, tout ce que tu veux, l'enfer. L'année qui a suivi cette période-là, parce que forcément on s'est remonté les manches, on s'est tous mis autour de la table en disant comment on fait pour ne plus que ça arrive jamais, ever, c'est finito. On a structuré nos process d'onboarding, on a mis des plans de développement des compétences, on a mis en place un super livret d'accueil, on a mis en place mais plein de trucs de ouf. C'était pas de la tarte, c'était beaucoup d'efforts, mais plein de trucs de ouf. Et heureusement qu'il y avait mon associé, qui est aussi mon épouse, qui est aussi la maman de mes enfants, Alix, à qui j'aurai un hommage incroyable là-dessus, elle est vraiment trop forte, qui m'a aidé à structurer tout ça. Parce que là, il y a besoin d'être rigoureux quand même. Et bien l'année suivante, meilleure année de pilotine ever. On n'a jamais été aussi bon, gros taux de satisfaction, même financièrement, tout allait bien, on venait d'avoir des nouveaux bureaux qu'on venait d'acheter. Enfin, franchement, après, ça a été que des feux verts de partout. Donc c'est un peu la ligne d'arrivée, quoi. T'as galéré pendant 40 km, mais bizarrement, à la fin, t'es meilleure expérience de ma vie. Et du coup, heureusement que les 6, ils sont partis. Parce que je suis tellement content de ce qui s'est passé après que c'est... Heureusement, quoi. Trop bien. C'est ce qui t'a permis d'apprendre et de rebondir, quoi. Grave. Et du coup, tu as fait des sacrifices, j'imagine, pour le lancement de ta boîte. 1 milliard. C'est quoi le plus gros sacrifice que tu as fait pour Pilotine? Alors, 1 milliard, c'est peut-être beaucoup, mais, mais donc du coup, les gros sacrifices... Bah, en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien, que j'avais creusé avec le CJD, c'est que dans chaque projet, il faut accepter d'avoir des pertes acceptables. Et donc, dans les pertes acceptables, moi, j'ai toujours accepté d'avoir des pertes financières, d'avoir des pertes de mon propre temps, perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre tout ça. Tant que ça me concernait que moi, ça va. Les pertes inacceptables, donc j'avais travaillé un peu sur ces sujets-là avec le CJD, tout ça, mais c'est dire, voilà, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Donc, temps et argent, avec moi perso, zéro problème, open bar. Les pertes inacceptables, c'était que ça impacte trop négativement ma famille, ma femme, mes enfants et tout ça. Et donc, à chaque fois qu'il a fallu prendre des décisions, qu'il a fallu prendre des risques, j'arrivais à mettre les deux et du coup, je me disais, bah voilà, c'est à moi d'assumer, il faut que le reste n'en pâtisse pas. Du coup, perte acceptable chez Pilotine, d'avoir des départs de collaborateurs. Je ne vais pas essayer de les retenir à tout prix. Perte acceptable, parfois d'avoir... je ne sais pas où j'allais là, mais non, j'ai pas d'idée. Mais bon, en tout cas, c'est de fixer un peu qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, ce à quoi il ne faut absolument pas toucher. Et après, des galères, on en prend en permanence. Donc, j'aurais tendance à dire que ce que j'ai le plus perdu depuis l'aventure Pilotine, ça va être des heures de sommeil, ça va être de l'énergie, ça va être du temps, mais sinon, en vrai, ce qui m'en reste aujourd'hui, on me disait la dernière fois, tu passes la ligne d'arrivée, c'est l'enfer, et dès le lendemain, tu es passé à autre chose. Ce qui m'en reste aujourd'hui, c'est que des aventures vraiment chouettes, et finalement, toutes les galères, c'est plutôt pour moi des gros apprentissages. Et aujourd'hui, à chaque fois que je sens que la situation va devenir pareille, je dis, oula, ça me fait penser à une période que j'ai vécue, je veux plus la revivre, du coup, on va mettre en place ça, et ça me permet d'être beaucoup plus focus, d'être beaucoup plus pertinent et tout ça. Donc, avec ces 15 ans d'expérience maintenant, ça me permet d'être un petit peu meilleur sur les prises de décision, quoi. Et avec ces périodes de doute, tu as déjà eu envie d'arrêter? Ouais, plein de fois. Ouais, alors, plein de fois. Pas forcément. Il y a eu une première période de doute qui était au tout début quand commercialement, il n'y avait pas assez de clients et que l'activité, elle n'était pas assez pérenne. Au moment, je me suis dit, voilà, pour être honnête avec toi, je suis même allé regarder des offres d'emploi et regarder un petit peu est-ce que je ne pouvais pas rejoindre une nouvelle aventure à un moment. C'était peut-être au bout de 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Heureusement que j'ai rien trouvé, parce que la suite n'a été que magnifique. Donc, et en vrai, je pense que je faisais ça un peu pour m'auto-provoquer. Il y a un peu un côté où des fois, tu as envie de t'auto-provoquer, quoi. Donc ça m'a permis de me remettre à fond sur Pilotine. Quand les 6 sont partis,
sur 6-7 mois. Pour être honnête avec toi, là, on y a bien réfléchi aussi. Et du coup, la conclusion a été de dire non, le jeu en vaut la chandelle, on remonte les manches et on y va. Mais ouais, il y a eu pas mal d'hésitations aussi à dire qu'est-ce qu'on fait, c'est bon, on se met en liquidation, en je sais pas quoi, en cessation, et plus, ça va être la catastrophe. Mais en dehors de ces deux périodes, la période où c'était trop petit et trop instable, et la période où on a vécu un beau chamboulement économique et social, non, à chaque fois, j'ai jamais hésité sinon. Et c'est quoi tes techniques pour gérer la pression, le stress dans ces moments-là où tu as l'impression que tout est en train de s'effondrer autour de toi, quoi? J'ai une technique imparable, mais qui marche qu'avec moi malheureusement. Enfin, oui, j'espère avec beaucoup d'autres personnes aussi, donc n'hésitez pas à la faire marcher chez vous. C'est, t'attends 24 heures. Et 24 heures après, bizarrement, t'as d'autres idées. Mais en vrai, c'est laisser reposer le truc. Quand il y a des moments très lourds, des sujets extrêmement lourds comme ça, tu laisses passer le truc. D'ailleurs, si on refait un petit parallèle avec l'ultra trail, ce qui est incroyable en ultra trail, c'est qu'il y a des moments de doute, de l'enfer, où tout te dit d'arrêter. Ton corps, ton cerveau, la météo, il y a tout qui te dit c'est fini, là, faut arrêter, faut se mettre sur le côté, il faut prendre un bus, faut rentrer chez soi. Et bizarrement, quand tu as ces moments-là, c'est l'enfer. Limite, tu bouges pas. À la Diagonale des Fous, à un moment, il y a un ravito. En fait, j'avais le regard dans le vide. J'avais une tranche de pastèque dans la main droite, je pense, vu que je suis droitier. Et j'avais ma tranche de pastèque à 5 cm de ma bouche et je n'ai pas bougé, je crois, pendant 5 minutes. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais en train de bugger total. Et heureusement, il y a une dame qui est arrivée et qui m'a dit « Monsieur, ça va ?» Et moi, je lui dis « Ouais, ça va nickel. » Elle dit « Vous êtes sûr parce que vous êtes là avec votre tranche de pastèque, je sais pas ce que vous faites et tout. » Donc, elle a été sympa, elle m'a assis 5 minutes, tout ça. Donc ça, c'est les moments d'ultra doute. Et on a des fois des moments de flow. Je sais pas si ça te parle, les moments de flow. Il y a, par exemple, Mathieu Blanchard, quand on a parlé avec l'UTMB. Et moi, j'ai vécu ça à certains moments et c'est incroyable ce truc. Quand j'ai fait l'ultra trail du Saint-Jacques, donc c'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est je crois 130 bornes, un truc dans le genre, avec 5000 de dénivelé. Et au 100e kilomètre, je change de chaussettes, de chaussures. Je fais un gros câlin à mon papa et ma maman qui étaient au ravito. Et là, j'étais parti pas trop vite. J'étais pas parti comme un bourrin parce que c'était après la Diagonale des Fous, donc j'avais appris de mes erreurs. Et là, c'est comme si je démarrais un footing, alors que j'avais 100 bornes dans les pattes. Donc je viens de me taper 100 km, plutôt à un rythme soutenu, mais en aisance. Et là, je démarre un footing. Du coup, je commence à me faire du 14 km/h, alors que j'ai 100 bornes dans les pattes, ce qui est techniquement pas possible s'il n'y a pas ce moment de flow. Bon, ça n'a duré que 10 km. Mais pendant 10 km, j'étais à balle, j'ai doublé je sais pas combien de personnes, je suis remonté dans le classement à fond. Et je sais pas. Donc du coup, le cerveau, des fois, te dit arrête tout, c'est terminé. Et des fois, il te met de l'adrénaline, de l'endorphine, je sais pas, tous les noms de trucs qui vont bien, qui ressemblent étrangement à de la drogue. Et tu es au top du top. Et je sais pas pourquoi. Et donc du coup, par rapport à ta question, qui est très pertinente, voilà, comment tu fais ? Souvent, moi, je me dis, waouh, c'est l'enfer, c'est la catastrophe. Souvent, je me dis même, ça me fait penser à tous ces gens qui font des documentaires de leur moment de down. Du coup, je me dis, allez, ok, je me filme. Souvent, je prends mon téléphone, je dis, voilà, aujourd'hui, jour 1, c'est la catastrophe, machin. Et je me dis, comme ça, je ferai le jour 2, le jour 3, pour voir comment je m'en sors. Puis, bizarrement, 24 heures après, tu as de nouvelles idées, tu vas mieux, et tu es reparti dans ta course et rouler jeunesse. Donc, tu n'as pas besoin de faire le jour 2 de ton documentaire, quoi. Écoute, je vais faire de l'ultra trail, je crois, ça me donne vraiment envie. Il va falloir que je m'entraîne un peu quand même. Faut s'entraîner un petit peu pour pas se faire mal. Pour repasser un peu sur ton métier et sur tous les métiers de pilotine aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de personnes dans leur stratégie digitale. Ça serait quoi, toi, les 3 conseils que tu donnerais sur cette partie-là à des entrepreneurs ? Ouais, alors là par exemple, je suis le parrain d'une promotion de Live In, qui est une promotion qui va aider, donc c'est au niveau de la région, va aider les entrepreneurs au niveau de leur développement commercial par exemple. Donc là, je parraine la promotion 2025. Et justement, c'est une question qui revient souvent. Ils sont dans du développement commercial et ils me posent tout le temps la question, voilà, comment je fais pour trouver mes premiers clients, comment je me développe, ou comment je fais pour passer du premier ou troisième client à faire x3. Et du coup, en termes de stratégie digitale, vu qu'on parle du digital, alors, il y a une première qui est non digitale, qui est de réserver un budget bouffe. Dans leur budget, en général, quand ils ont 5000 balles, je leur dis, sur ces 5000 balles, voici comment tu vas le répartir. Tu vas mettre à peu près 1 500 €, tu peux le mettre dans des budgets publicitaires, ce qui va te permettre de tester très vite ton offre. Parce que là, tu vas avoir des retours tout de suite.
Ça peut être de la pub sur les réseaux sociaux, ça peut être de la pub sur Google. Ça, tu verras en fonction des mots-clés ce que ça va donner. Alors avant, je leur ai dit, bien sûr, faites un site internet, aidez-vous avec de l'intelligence artificielle, ça va prendre une demi-heure, vous faites un petit site de 5 pages, vous mettez des belles photos de vous, tout ça pour que ce soit bien humain, valoriser l'expertise, etc. Ok. Une fois qu'ils ont leur petit site internet, ensuite, prendre un budget pub, 1000 à 2000 euros maximum par an pour faire du Google Ads ou de la publicité pour avoir tout de suite des retours du marché et voir ce que ça donne. Ensuite, 1000 à 1500 euros pour faire de la prospection sur LinkedIn, notamment quand on est en B2B. Puisque sur LinkedIn, c'est un réseau social extrêmement bon pour faire du relationnel, rencontrer des nouvelles personnes et pouvoir tisser son réseau. Donc ça vaut le coup d'investir sur LinkedIn. On optimise son profil sur LinkedIn. On va mettre en place une campagne de prospection, c'est-à-dire qu'on va faire des listes de prospection en disant voilà, toutes ces personnes-là qui sont responsables marketing à Lyon, dans des boîtes de 200 personnes, je sais pas quoi, on peut utiliser Sales Navigator, qui permet d'aller avoir un filtre hyper poussé, c'est pour ça que je te recommande de mettre un budget de 1000 euros, Sales Navigator, et des outils de prospection automatisés comme Wallaxy. Comme ça, on fait des fiches de prospection et on rentre en contact avec tous ces gens de manière automatisée. Sans être trop commercial. Le but du jeu, c'est juste de rentrer en contact avec elle. Donc c'est de dire bonjour, j'ai vu qu'on était à Lyon, gna gna gna, restons en contact. Et après un petit message pour dire toi tu fais quoi, je sais pas quoi. Enfin, le but c'est de rentrer en contact avec elle. Et ensuite sur LinkedIn, d'avoir une stratégie où on va poster régulièrement pour valoriser son expertise, donner des conseils, mettre des études de cas, mettre des guides, organiser des webinars, que sais-je. Mais de créer du contenu pour alimenter son compte. Et le dernier budget, 1000, 1500 balles par an, c'est de la bouffe pour inviter les gens à boire un café, à prendre un petit déj, à venir au restaurant. Et en fait, en invitant les gens, on va créer des relations beaucoup plus puissantes. Ça peut être aussi dans des réseaux. Je ne recommande pas la première année de payer CPME, MEDEF, CJD, Réseau Entreprendre parce que c'est 1500 par-ci, 2000 par-là et à la fin, on se retrouve avec un budget de 8000 balles à l'année. Mais c'est de commencer en allant à toutes les soirées réseau, de prendre les cartes de visite. Petit tips, ça ne sert à rien. Votre carte de visite ne sert à rien si vous la donnez. Le vrai intérêt de donner une carte de visite, c'est de récolter celle de l'autre pour avoir ses coordonnées et après, vous allez recontacter cette personne. Et c'est là où vous allez l'inviter à déjeuner, au petit-déj, au café et vous allez construire une vraie relation avec elle. Donc, je décompose avec de la pub, de l'inbound marketing via LinkedIn pour faire parler de soi et rentrer en contact avec des gens et un budget bouffe pour créer des vraies relations avec les autres. Ça, c'est quand on commence. Et après, quand la boîte est plus grosse, il y a d'autres stratégies beaucoup plus évoluées, mais quand on commence, ça, c'est pas mal. Bah ça, du coup, on invite nos auditeurs à te contacter pour ça, du coup. Ouais. J'ai fait plein de webinaires sur le sujet, s'ils veulent. Je pourrais leur envoyer les liens. Contactez-moi pour que je vous envoie les liens et c'est totalement gratos. Et du coup, tu as imaginé, tu as vu, toi, des erreurs en termes de marketing au niveau des PME et des ETI, par exemple, que tu as identifiées? Alors, les erreurs les plus courantes que je vois, c'est voilà, sur la cible de Pilotine, qui est effectivement PME, ETI. On va être dans de la prestation de services, des industries, des gens dans l'immobilier, la santé, les logiciels, etc. Le premier, c'est de sous-évaluer l'impact de l'image de marque et du branding. Il y en a des fois qui viennent nous voir avec un logo tout pourri, une charte graphique toute naze, et ils nous disent « faites-nous un beau site internet ». Sauf qu'en fait, il faut remonter un petit peu en arrière. Parce que si le branding n'a pas de sens, trop vieillot et tout ça, ça va être dur de valoriser une expertise, ça va être dur de valoriser une image de marque, de valoriser les humains, de valoriser tout ça qui va donner de la confiance aux gens. Donc l'erreur pas la plus courante, mais l'erreur qu'on voit parfois, c'est d'avoir sous-estimé son branding, sa plateforme de marque, son image de marque, son identité visuelle. Parce que c'est ça qui va découler de partout. D'aller trop vite, quoi, en fait. Pas d'aller trop vite, mais de ne pas stade-là. rechallenger ça Ouais. quand on a des ambitions d'aller faire de la prospection digitale, d'aller générer du business. Parce qu'il y en a plein qui viennent nous voir, et ils ont raison, et c'est là où on peut bien les accompagner, c'est dire qu'ils veulent faire plus 20%, plus 50% sur les 2-3 prochaines années grâce à leurs outils digitaux. Mais si leur branding il n'est pas au niveau, ça va être dur d'aller. C'est un peu la première étape, quand même, finalement. Exactement. Savoir qui ils sont, leur raison d'être, leurs valeurs, leur positionnement, et on va faire transpirer tout ça dans leur identité visuelle. Donc, erreur numéro uno, d'avoir une mauvaise identité visuelle ou un truc un peu tout vieillot, tout flingué, qui n'a pas de sens. La deuxième qu'on voit, c'est au niveau de l'organisation du marketing et du commerce et du digital. C'est beaucoup d'entreprises ont tendance à déléguer et sous-traiter l'intégralité. Et ça, c'est une grosse erreur. Et du coup, en termes de positionnement, Pilotine, nous, on va accompagner souvent nos clients à même internaliser chez eux.
On pourrait dire c'est con parce que je prends pas le business, parce que au lieu que moi j'aurais pu faire les posts sur les réseaux sociaux, j'aurais pu faire les articles de blog, j'aurais pu faire plein de trucs et j'aurais pu facturer 10 000 par-ci, 10 000 par-là et génialissime, hein, on serait multimillionnaire. Sauf qu'en vrai ça marche pas. Et c'est pour ça qu'une des grosses erreurs souvent, c'est que l'entreprise ne se structure pas suffisamment bien en interne. Et donc on a plein de clients qu'on a accompagnés qui n'étaient pas staffés. Et en fait, on les a accompagnés à prendre au début une personne junior ou une personne en stage, en alternance, et c'est cool pour commencer, qui va piloter les projets digitaux et de communication. Cette personne, une fois qu'elle aura fait 6 mois ou 1 an, eh ben c'est bien, parce qu'on pourra miser sur elle, on pourra la recruter en CDI. Et si en plus de ça, Pilotine ou n'importe quel partenaire l'a bien formé, l'a bien fait monter en compétences, eh ben il y aura une ressource qui va pouvoir piloter tous ces projets et travailler intelligemment avec tous les sous-traitants. Et du coup, les boîtes que je croise ou les clients qui fonctionnent le mieux et qui performent le mieux, c'est ceux qui se structurent en interne, qui ne sont pas dans une ultra-délégation. Parce que l'ultra-délégation, ça ne marche pas très bien. Donc, c'est se structurer, se staffer avec au moins, au minimum, un chef de projet en interne qui s'y connaît. Parce qu'il n'y a rien de pire. Enfin, voilà, si demain je te demande de me construire une fusée et que j'y connais rien en fusée, tu vas me faire une fusée toute éclatée, et ben, je vais te dire ouais, c'est nul ton truc. Ouais, voilà. Je vais dire elle marche pas ta fusée. Et tu vas dire oui, en même temps, tu m'as acheté une fusée qui marchait pas. Ah oui, mais je savais pas. Donc, il faut d'abord avoir quelques compétences en interne pour trouver le bon partenaire qui va nous accompagner et mettre en place les bonnes stratégies. Donc, autre erreur très répandue, et même la plus répandue, c'est d'être pas suffisamment staffé en interne pour gérer ça. Et la dernière erreur, qui est en lien avec le staffing, c'est de sous-estimer le temps que ça prend. Souvent, on dit, par exemple, nous, régulièrement, on est sur un projet moyen chez nous, ça va être entre 100 et 400 heures de travail. C'est pas mal. Mais en général, parce qu'il y a tout, hein, il y a le branding, le site, les formations, et nous, souvent, ce qu'on dit, beaucoup de gens ont du mal à nous croire, mais c'est de dire, si nous, on en a pour 400 heures, ça veut dire que de votre côté, vous allez en avoir aussi pour 400 heures. Et du coup, c'est de ne pas provisionner suffisamment de temps et d'énergie à piloter ce genre de projet. Parce qu'à la fin, la boîte, elle veut quand même faire plus 20% avec ça. Imagine, la boîte, elle fait 10 millions, ça va lui faire 2 millions de plus. Si elle se dit, allez, les 2 millions de plus, c'est en claquant des doigts, je vais y passer 0 minutes, non, ça ne marche pas comme ça, quoi. Ça nécessite un petit peu d'effort, donc on sous-estime toujours le temps nécessaire pour le faire. Donc nous, maintenant, en avant-vente, à chaque fois, on prévient le client en disant, vous aurez ça à faire, attention, c'est de votre côté, on ne peut pas le faire à votre place, et c'est à forte valeur ajoutée, donc il va falloir concentrer votre énergie là-dessus. Chez Pilotine, d'ailleurs, vous misez beaucoup, vous, sur l'inbound marketing. Yes. Pourquoi ce choix plutôt que l'outbound, par exemple? D'abord, si tu peux préciser ce que c'est que outbound, inbound. Ouais, carrément. Donc, l'inbound marketing, c'est l'art d'être attractif, d'attirer à soi, comme un aimant, des leads. Donc, ça va être faire du référencement naturel, des articles de blog, d'être présent sur les réseaux sociaux. Et en fait, les gens, via leur navigation, boum, ils vont tomber sur nous et ils vont avoir envie de bosser avec nous. Donc ça, c'est l'inbound marketing. L'inverse, c'est l'outbound marketing, c'est le fait d'aller voir les gens. Donc, ça serait par exemple de faire de la publicité. Je vais pousser de la pub, je vais faire un encart publicitaire dans la rue, je vais faire du cold emailing, c'est quand on envoie des emails non sollicités. Il y en a plein qui nous envoient plein d'emails toute la journée, c'est ce qu'on appelle du cold emailing, ça c'est de l'outbound. Le taux de succès en général n'est pas ouf. Pourquoi on s'est mis à faire de l'inbound et moins de l'outbound? Eh bien tout simplement parce que ça marche bien et parce que ça crée un actif. Moi je t'ai dit au tout début que j'aimais bien le côté bâtisseur. J'aime bien par exemple l'immobilier, j'adore l'immobilier, on est propriétaire de nos locaux, j'adore ce côté-là et du coup c'est vrai que bâtir quelque chose, moi ça me fait kiffer. Et dans la stratégie digitale, c'est pareil. Il y a des trucs, en fait, on peut bâtir des choses, et de l'autre côté, on peut avoir un passif, quelque chose qui nous coûte de l'argent. Typiquement, de la pub sur Google Ads, c'est un passif. Parce que le jour où tu arrêtes, tu n'as plus rien. Par contre, il faut continuer à mettre toujours des sous. Inversement, l'actif, par exemple, un site internet qui est bien référencé sur Google, si pendant 2 ans, tu fais plus rien, bizarrement, ça continue tout seul. Alors, ça sera de moins en moins bon, hein, bien sûr, mais ça continue tout seul. C'est comme si ton appartement, tu arrêtes de le nettoyer. Bon, évidemment, il est dégueulasse. Donc, tu l'entretiens, certes, mais tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de pognon pour le faire évoluer. Et du coup, tu es dans une croissance permanente et tu as un actif qui vaut quelque chose, en vrai. Qui vaut quelque chose. Tes réseaux sociaux, avec tes abonnés, tu augmentes ta base d'abonnés. Ta newsletter, où tu as aussi des abonnés, tu augmentes ta base d'abonnés. Donc, tout ça, ce sont des actifs. Et donc, moi, j'ai toujours été fan de créer des actifs pour Pilotine. Et aussi, ça marche mieux pour la simple et bonne raison que quand tu sollicites une personne, que tu viens la chercher un peu, tu viens la travailler au corps, et ben en général, elle ne va pas être convaincue, elle n'aura pas trop confiance, elle va négocier à fond,
Et donc tu vas vendre des trucs moins chers, tu vas te faire lessiver, et puis il y a de fortes chances qu'elle ne te prenne pas, mais l'autre voisin qui l'a prospecté en dernier. Alors que quand tu fais de l'inbound marketing, tu es le choix de préférence de la personne. Alors peut-être qu'en termes de budget, ça ne va pas passer. Parce que si toi, tu es à 40 000 pour un bon site qui claque et qui va te trouver des clients, et que l'autre, il a 20 000, bon, la différence, elle est un peu trop importante. Mais si tu es à 40 000, l'autre, il est à 35, mais que la personne, elle a été formée grâce à Pilotine, parce qu'elle a suivi nos webinars, nos conférences, nos machins, que la personne, elle a eu des guides, elle a créé son cahier des charges grâce à Pilotine. Et en gros, elle est biberonnée avec Pilotine et grâce à nous, elle est montée en compétence et du coup, c'est un meilleur collaborateur pour l'entreprise. Bizarrement, elle aura plutôt envie de travailler avec nous. Donc ça facilite le choix. Et du coup, des fois, à 10 ou 20% près, même si on est un peu plus cher, les gens vont préférer travailler avec nous parce qu'ils seront en confiance, convaincus, ils connaissent déjà les process. Donc au final, le projet va se passer mais largement mieux. Parce qu'on a les mêmes langages, on a tout pareil, parce qu'on aura préparé le terrain à fond et on travaillerait en meilleure collaboration avec nos clients. Donc l'inbound marketing pour nous est un élément crucial et ça nous permet de ne plus faire de prospection depuis très longtemps. Donc c'est-à-dire que nous, on n'a pas de commerciaux à proprement parler, personne ne fait de prospection, personne ne fait de cold emailing, personne ne fait d'appel, personne ne fait de phoning. Et on a des consultants avant-vente qui sont plutôt là pour conseiller des experts qui vont faire la meilleure proposition et qui vont y passer du temps, honnêtement. On passe 2 à 3 fois plus de temps que les concurrents sur nos propositions commerciales parce qu'on veut qu'elles soient bien travaillées, on a été force de proposition. Et derrière, ils font du closing, exactement. Et en fait, le temps qu'ils économisent en prospection commerciale, ils le passent à mieux conseiller nos prospects. Et du coup, quand ça close, c'est beau, quoi. C'est beau et ça roule. C'est clair. On parle beaucoup d'IA en ce moment. Est-ce Ouais. que toi, tu l'utilises beaucoup dans ton quotidien? Est-ce que tu l'utilises aussi pour optimiser tes process avec des projets clients, dans les projets clients? Ouais. Alors l'IA, on entend tellement tout et n'importe quoi sur le sujet que c'est un sujet extrêmement passionnant. Pour être très honnête, je ne pense pas avoir du tout été le premier à me mettre sur l'IA. Quand ça a apparu, j'ai mis plusieurs mois avant de me créer peut-être plusieurs semaines, avant de créer mon compte sur ChatGPT par exemple. Mes premiers prompts, ils étaient éclatés au sol, j'ai eu aucun retour et je me suis dit, c'est bon ce truc, ça marche pas, c'est naze. J'ai attendu pas mal de temps, beaucoup de mois, avant de m'y remettre, mais là de manière un peu plus poussée. Moi en général, je suis pas la personne qui va jongler sur la dernière techno à la mode, le machin. J'attends que le truc soit mature et puisse être utilisé par tout le monde pour vraiment m'y mettre. Et après, ce que j'aime bien par contre, c'est de faire des cas d'usage très concrets et, vu qu'on a la valeur partage qui est ancrée chez Pilotine et chez moi, par contre, une fois qu'on a dit « Waouh, là ça marche, c'est bien », boum, on en parle à tout le monde. On dit « Regardez comment ça marche, voici les tips, les tutos, les machins, tout ça ». Vu qu'au début j'avais des résultats plutôt nazes, j'ai pas dit à tout le monde « Regardez, c'est génial ». Alors qu'il y en a plein, ça marchait pas non plus, mais ils étaient tendance, donc ils disaient « Ah, c'est génial l'IA ». Par contre, ce qui est bien, ils sont restés à la pointe. Là où moi j'ai attendu que la solution soit beaucoup plus mature avant de m'y remettre, et maintenant on a des cas d'usage très concrets. On a des cas d'usage pour améliorer par exemple les emails, pouvoir rédiger des articles de blog, optimiser pour le référencement, faire des posts sur LinkedIn, il y a plein de cas d'usage qui sont pas mal. Mais ce que j'aime bien dire sur l'IA, c'est que l'IA c'est comme une personne extrêmement junior, qui est la plus intelligente du monde, mais qui ne connaît absolument aucun process de ta boîte qui arrive chez toi. Et du coup, une personne très intelligente, mais qui ne connaît pas du tout ta boîte ni ton métier, va falloir prendre le temps de lui expliquer les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut être bon pour faire les bons prompts. Ensuite, il va falloir créer des bases de connaissances. Et ces bases de connaissances, ça prend du temps à faire. Donc, il va falloir trouver des cas d'usage où on a déjà un historique. Imaginons, je n'ai jamais fait de post sur LinkedIn. Et j'utilise l'intelligence artificielle en lui disant « fais-moi un post sur LinkedIn », il va me sortir un truc éclaté au sol qui n'aura aucun sens et qui ne va pas marcher. Par contre, si tu es toi-même expert sur LinkedIn, que tu sais comment ça marche, que tu as testé l'algorithme, que tu t'es cassé un peu la tête à essayer de trouver les meilleures combines, les meilleures méthodes et tout ça, là, ChatGPT va pouvoir te permettre d'exceller. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les experts de leur métier qui arrivent à utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment faire de belles choses. Et tu n'as pas de recette magique, ça reste un outil et il faut bien l'utiliser. Donc, chez Pilotine, on a des cas concrets en marketing, en commerce, en production, pas mal. Par exemple, en gestion de projet, ça a été une révolution, les outils comme TLDV qui viennent, enregistrer ta conversation, ça te fait ta transcription. Après la transcription, on la met dans un prompt, un GPT personnalisé qui va la réécrire à la sauce Pilotine avec voici ce qu'on s'est dit, les prochaines séances, machin. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on faisait juste pas avant.
Donc en fait, l'IA nous permet de rajouter des briques de qualité qu'on ne prenait pas le temps de faire avant parce que très chronophage, nous permet pour un même temps de faire la même qualité ou permet justement d'aller sur une qualité supérieure. Alors je me suis trompé, j'ai dit, ça permet pour un temps réduit plutôt d'avoir la même qualité ou pour le même temps d'avoir une qualité supérieure. Et donc on l'utilise plutôt dans ces cas-là. Mais après, faire des trucs de bourrin, tout ça, moins qualitatif, ça on va pas dessus. Et surtout, notre but du jeu, c'est d'aller chercher un niveau de qualité vraiment supérieur, quoi. Donc ça remplace pas des métiers, c'est plutôt Ça une vient aide les à la magnifier. productivité, quoi. Ça vient magnifier des métiers, c'est une aide à la productivité. Et du coup, moi, comment on l'a diffusé chez Pilotine, parce que ça c'est mon usage à titre perso, où j'ai fait une commission intelligence artificielle au CJD, par exemple, que j'anime. Donc j'étais moi-même pas expert, mais bizarrement, en 2-3 sessions, bam, 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 on s'est filé plein de plans, machin, et je pense que j'ai développé un très bon niveau d'expertise dans ma branche, marketing et commercial sur ChatGPT. Donc maintenant, je fais des formations là-dessus. Et en fait, ça va extrêmement vite parce que je suis expert en formation, je suis expert en marketing et en commerce, donc je peux utiliser l'IA pour aller très vite sur ces sujets-là. Par contre, je ne suis pas expert en juridique, donc je serai toujours une daube en juridique, même avec de l'IA. Mais par contre, sur ces sujets-là, je suis allé assez vite, et du coup, c'est pour ça que je donne des formations en IA qui sont vraiment top, mais sur les domaines que je maîtrise. Et donc du coup, une commission IA, et chez Pilotine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un petit séminaire où, pendant une demi-heure, il y a eu du descendant, c'est-à-dire on a vu comment fonctionnent les intelligences artificielles génératives, voilà d'où ça vient, machin, la petite partie théorique. Après, comment mettre en place un GPT personnalisé sur ChatGPT pour avoir des agents conversationnels hyper spécialisés. Et après, on a fait des groupes, et chaque groupe devait trouver des cas concrets qui nous permettent de l'appliquer chez Pilotine. Pour être honnête avec toi, sur ce premier séminaire, les résultats n'étaient pas ouf du tout. Les gens avaient fait nawak, on pouvait faire carrément mieux. Mais c'est normal parce que c'était la première étape. Certains découvraient l'outil. Et on en a refait un il y a quelques semaines, pardon, et là, pour le coup, j'ai été bluffé. Et je ne m'en rendais pas compte, mais grâce à ce petit séminaire, donc une évangélisation, et ben là, tout le monde s'est vraiment mis dedans. Il y a des vrais cas concrets maintenant d'utilisation. Ils ont tous gagné du temps, gagné en qualité, gagné en machin. Et là, c'est vraiment chouette. Et du coup, pour ça, faut prendre le temps d'expliquer comment ça marche, donner accès à une licence premium à tout le monde. On a une licence partagée au sein de Pilotine. Et là, pour le coup, ils m'ont carrément bluffé. La première fois, je me dis, waouh, c'est chaud. Je pensais que tout le monde s'y connaissait plus que ça. Et la fois d'après, j'étais plutôt en mode, waouh, ils sont allés plus vite que ce que je pensais. Donc vraiment, c'est impressionnant. Et comme quoi, il faut juste mettre le pied à l'étrier aux gens en entreprise et ils trouvent des trucs de ouf à faire. Il faut savoir bien l'utiliser quand même, parce que c'est vrai que ce que tu dis, si tu l'utilises sans vraiment savoir comment l'utiliser, ça n'a pas trop de pertinence, quoi. Carrément. Et il y a un côté un peu en entreprise où il faut que ce soit collaboratif. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans chaque pôle, on a le pôle gestion de projet, le pôle dev, le pôle design, il y a une personne qui a un peu pris le lead là-dessus, et du coup, à chaque fois, qui monte les nouveaux cas d'usage, et puis chacun se challenge, et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Mais chacun dans son coin, ça marche moins. Ouais, carrément. Je pense que c'est une bonne manière de faire en interne. Ouais. Ensuite, on va parler d'un de tes projets. Tu as lancé un nouveau projet qui s'appelle Par-delà les cimes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, ce projet, Par-delà les cimes, il est né d'un objectif que je me suis fixé. C'est-à-dire, je me suis inscrit à l'UTMB à Chamonix. Donc, l'UTMB, c'est tous les ans. C'est l'événement mondial de l'Ultra Trail. Et du coup, c'est une course de 180 km, de 10 000 mètres de dénivelé qui se tient le 28 août, départ à 18 h. Et en fait, en m'inscrivant à cette course, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas créer quelque chose d'un peu plus poussé avec ça. Parce qu'en lien avec tous les apprentissages que j'ai eus sur l'Ultra Trail, sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses, je me dis, ça vaudrait le coup d'en profiter pour créer plus de contenu et pour pouvoir diffuser ça beaucoup plus largement, ces liens entre l'entrepreneuriat, la pratique sportive, de dire s'il y a chacun son niveau et quelles sont les bonnes pratiques qu'on tire de tous ces éléments-là. Et donc, c'est en partenariat avec un magasin de sport qui s'appelle 14 Running, il y a un magasin à Lyon, ils ont repris Spod, un magasin lyonnais, et il y a des magasins à Paris, il y en a d'autres dans la France, avec la marque Oka, avec Garmin pour les montres. Avec des gros partenaires du coup. Ouais, des gros partenaires, avec SRA aussi, qui est le groupe que Pilotine a rejoint il y a 2 ans maintenant. Donc Pilotine, en fait, on est 28 et on fait partie d'un groupe de
330 personnes, qui s'appelle le groupe SRA, et qui est expert dans les solutions de gestion et tout ce qui est infogérance aussi, tout ce qui est infrastructure. Et en fait, on est l'agence digitale au sein du groupe, et du coup, le but du jeu, c'est de travailler pour des clients communs qui ont des besoins sur Sage, par exemple, en outil de gestion, et aussi sur leur site internet. Et tout ça pour dire que on va en profiter pour créer plein de contenus. Donc, il va y avoir des vidéastes qui vont me suivre, il va y avoir des conférences, il va y avoir des webinars, et l'objectif, ça va être de transmettre plein de bonnes pratiques pour soit se mettre au sport, soit diffuser le sport en entreprise pour le bien-être des collaborateurs, le sport pour le bien-être du dirigeant et surtout mettre en place tout ce qu'il faut. Des routines, des plans d'entraînement, que ce soit au niveau sportif, mais aussi au niveau entrepreneurial, routine, entraînement, apprendre à célébrer, apprendre à travailler en équipe, apprendre à se faire accompagner, tous ces sujets-là. Et du coup, un petit peu comme en inbound marketing ou ce qu'on fait chez Pilotine, au sujet des sites internet, tout ça, plus on va partager de choses, plus ça va créer des choses vachement chouettes. Parce que typiquement, tu vois, sur mon LinkedIn, moi, je fais beaucoup de personal branding. Donc, je parle de sites internet, de marketing, de Pilotine, mais je parle aussi de mes aventures, notamment en running ou des aventures familiales. Eh bien, on n'a jamais trouvé autant de business et autant de personnes qui m'ont découvert grâce en fait à ces petites passions à côté, la passion du running, tout ça, parce que ça véhicule de belles valeurs. Ça véhicule des valeurs de dynamisme, d'enthousiasme, de dépassement de soi, nanana. Donc encore une fois, quand en face de nous il y a quelqu'un qui dit voilà, est-ce qu'on bosse avec Pilotine, la boîte enthousiaste, dynamique, dépassement de soi, ou avec les autres là qui ont l'air sympas, mais je sais pas, ils sont un peu mous quoi. Forcément ils viennent chez Pilotine et ça nous fait marquer carrément des points. Donc, on va créer plein de contenus, ça va faire des vidéos, des podcasts, des webinars, des conférences. Donc, pour suivre ça, je crois qu'on a un lien, on pourra peut-être le mettre en description. Bien sûr, Mais il y a un lien qui est disponible pour présenter le concept et que ça vous intéresse de près ou de loin pour mettre en place du bien-être en entreprise et du sport dans votre entreprise, pour votre bien-être personnel, pour fixer des objectifs un peu plus ambitieux ou autres, voilà, ça peut être top. Et il y a un truc que j'aime bien dire au sujet de l'entrepreneuriat ou de l'ultra-trail. J'ai une petite question pour toi, c'est, à ton avis, quel est le point commun de toutes les personnes, 100% des personnes qui arrivent à terminer un ultra-trail, qui sont finishers? C'est quoi le point commun de toutes ces personnes-là? Un mental d'acier. Alors, il y a un mental d'acier, mais surtout, c'est qu'ils se sont inscrits à la course. Et du coup, ce point commun-là fait que si jamais on veut atteindre des trucs assez incroyables, il n'y a qu'un truc à faire, c'est s'inscrire à la course, c'est-à-dire se fixer un premier objectif. On s'inscrit au truc et bizarrement, on va y arriver. Pas tout de suite l'ultra-trail quand même. On peut commencer par un semi-marathon, un marathon. Mais en vrai, si tu t'inscris à un ultra-trail, donc déjà, il faut s'y prendre peut-être 1 ou 2 ans à l'avance. Ouais. Mais bizarrement, ton cerveau, plein de trucs, tu vas mettre en place quelque chose qui va faire en sorte que tu y arriveras quand même. Mais le point commun de tous les finishers, c'est qu'à un moment, ils se sont inscrits à la course. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de partager, en tout cas avec Par-delà les cimes. En tout cas, c'est hyper intéressant. On va suivre ce projet de près. Tu viendras peut-être dans le studio nous raconter un peu comment ça se passe. Ah grave, ça pourrait être carrément kiffant. Et je pense que je suis pas prêt, je vais apprendre encore des centaines de choses. Ça va être incroyable. Bon, en tout cas, on va suivre ça de près. Et pour finir, est-ce que tu as une chose que tu retiens de ton parcours? Si tu avais une seule chose à retenir, ce serait quoi? S'il y a une seule chose que je retiens, et j'en ai déjà un petit peu parlé, alors en dehors de la résilience, de résister, tout ça, c'est de construire son mindset, notamment par rapport à des trucs que j'adore, moi, en développement personnel, mais c'est ce côté positive attitude. Il y a un truc que je dois retenir, et ce qui m'a permis de passer tous les obstacles, c'est de dire que derrière chaque obstacle se cache une énorme opportunité. Et franchement, les 15 dernières années m'ont toujours donné raison. Donc voilà, c'est un truc que je maintiens, c'est derrière chaque obstacle, il y a vraiment des opportunités. Donc il faut en profiter. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de s'inscrire à la course de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vraiment de se lancer, d'aller chercher tout de suite ses premiers clients, même si le produit n'est pas fini, même si tout ça. On rencontre tellement de personnes, de néo-entrepreneurs qui, pendant 6 mois, 1 an, travaillent juste leur business plan, mais ils n'ont même pas essayé de vendre une première fois, ils ont rencontré personne et machin. Donc c'est surtout de sortir de votre bois et de raconter à tout le monde vos objectifs entrepreneuriaux, de raconter à tout le monde ce que vous avez en tête, et bizarrement, ça va créer plein d'opportunités, ça fera trouver plein de clients. Donc s'il y a un seul conseil, c'est prendre le départ de la course. Bon, on va finir sur ce beau conseil. Merci beaucoup Julien, c'était hyper intéressant d'avoir ton parcours et ta vision. On se retrouve du coup très vite pour un prochain épisode de ce podcast Parenthèse. Merci beaucoup.